Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'assister au troisième webinaire de la FAM, la Fleet Association for Mobility. Je tiens en premier lieu à remercier PwC et en particulier Monsieur Dominique Laurent, Managing Director, pour l'accueil dans ce magnifique local qui nous permet de développer notre événement aujourd'hui. Je tiens à vous remercier, vous, les nombreux intervenants sur le plateau aujourd'hui, pour débattre sur ce sujet un petit peu brûlant, ce sujet d'actualité. Je tiens aussi à vous remercier, vous, les personnes, toutes les personnes, les nombreuses personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Alors, un petit mot important sur la FAM, FAM, donc la Fleet Association for Mobility. Eh bien, la Fleet Association for Mobility, le fait d'être adhérent vous permet d'abord l'accès à une plateforme d'échange dynamique avec d'autres gestionnaires de flotte, l'échange de bons procédés, c'est un élément qui me paraît important, la représentation des intérêts des gestionnaires de flotte auprès des instances dirigeantes, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, le conseil sur mesure en matière de mobilité pour votre entreprise, on est là pour répondre à vos questions, répondre à vos attentes, et puis l'accès à des informations pertinentes en matière de gestion de parc automobile et de véhicules de société. Alors, vous souhaitez rejoindre la Fleet Association for Mobility? Eh bien, c'est simple. Il suffit de vous inscrire sur www.acl.lu/fleet. Créer la carte policy de son entreprise, une succession d'étapes de l'investissement à la motivation, eh bien oui, je me mets un petit peu à la place des nombreux gestionnaires de flotte, des patrons d'entreprise qui se retrouvent devant une feuille blanche à un certain moment et qui vont devoir créer les règles, qui vont devoir créer la carte policy de leur entreprise. C'est un exercice qui n'est pas très simple et je suis certain qu'au terme de ce webinaire, après les différentes interventions, bien, vous en saurez un petit peu plus et ça vous permettra de vous rendre la vie un rien plus facile. Alors pour cela, nous accueillons aujourd'hui un représentant du ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Monsieur Paul Philippe, de la direction de la technique automobile. Monsieur Philippe, merci. Pour Arendt et Medernach, nous accueillons Maître Louisa Silcox, avocat à la Cour. Merci beaucoup. On parlera législation avec vous. L'Union des entreprises luxembourgeoises, qui est représentée aujourd'hui par Marie Vintroux, qui nous parlera, elle, fiscalité. C'est une spécialiste de la fiscalité. La FEBIAC, bien évidemment, cette fédération des industriels du cycle et de l'automobile sera représentée par son patron luxembourgeois, on peut dire ça comme ça, M. Savy. PwC viendra nous expliquer la manière dont ils gèrent leur flotte automobile, flotte, je pense, Monsieur Laurent, la plus importante ici au Luxembourg, hein, en taille. Donc, Dominique Laurent prendra la parole tout à l'heure. Et puis, comme lors de nos deux premiers webinaires, eh bien, nous terminerons avec Monsieur Mobilité de l'ACL, Antonio da Palma Ferramacho, pour les conclusions. Monsieur Philippe, je propose de vous donner la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, merci pour l'invitation, aussi pour présenter une fois un petit peu le projet qu'on vient de développer au ministère de la Mobilité pour le futur calcul de l'avantage nature des véhicules de société qui sont mis à disposition à l'employé par l'employeur. Donc, on avait commencé à l'époque de faire une analyse sur le marché des véhicules pour déterminer de nouveaux systèmes de l'avantage nature. Ceci a été réalisé ensemble avec le secteur, donc notamment avec la ROA, aussi FEBIAC, pour connaître un petit peu aussi les marchés, parce que dans le parc d'automobiles, on n'a pas
suite une vue sur les véhicules qui sont mis à disposition aux employés par l'employeur. Bon, pour revenir, une analyse qui était faite se basait notamment aussi sur les émissions CO2, une crainte qu'on a actuellement. Donc, il faut absolument réussir à réduire les émissions CO2. Aussi, au niveau européen, on est demandé d'atteindre des seuils non négligeables aussi dans le transport, d'avoir une réduction non négligeable. Et pour cela, on avait commencé à faire une analyse donc des émissions CO2 émises par le transport en Europe. Donc, si on considère un petit peu les statistiques en Europe, on a des émissions CO2 revient notamment aux véhicules passagers, aux motocycles à 62% et à 11% aux véhicules légers de transport, donc les camionnettes. Au Luxembourg, on a aussi ce phénomène que lors des dernières années, donc de 1990, notamment dans le secteur transport, on voit une augmentation des émissions CO2. Bon, cela n'est pas est aussi lié à la consommation des produits pétroliers qui sont aussi inclus dans ces statistiques. Par contre, aussi en enlevant ces produits, on a encore le transport est encore le secteur le plus élevé en émissions CO2. En analysant aussi les statistiques européennes, on voit sur l'immatriculation des véhicules neufs, on voit aussi que le Luxembourg, au niveau des émissions CO2, a encore, par rapport à tous les autres pays membres, les émissions les plus élevées, à l'exception de la Bulgarie. On a ici au Luxembourg un seuil de 133 grammes par 100 km, 133 grammes par kilomètre d'émissions CO2. Ceci était mesuré sur l'ancien cycle d'homologation NIDC. Par rapport à la moyenne, en Europe, on est à 123 grammes. Donc, même qu'on a une flotte assez récente, les nouveaux véhicules qui sont immatriculés, il y a la problématique qu'on a souvent des motorisations très élevées et qu'avec ces motorisations, on a quand même encore des émissions CO2 assez élevées et qui par rapport à la moyenne européenne. Ceci aussi représenté encore une fois sur un slide où on se positionne par rapport aux seuils qui sont demandés par la Commission européenne et d'atteindre à partir de 2022. En rouge ici, vous voyez la moyenne des émissions CO2 en VLTP, mesurée en VLTP à 140 grammes par kilomètre. Et par contre, on voit qu'en moyenne au Luxembourg, à 2022, on est encore à 145 grammes d'émissions CO2 pour la moyenne des nouvelles immatriculations faites ici au Luxembourg. On a encore une fois séparé un petit peu les véhicules physiques immatriculés par des personnes physiques et par des personnes morales, ainsi que du leasing. Et on voit notamment pour le leasing qui est pris en considération par la suite pour faire toute l'analyse sur l'avantage nature. On voit qu'en leasing, on est le plus rapproché par rapport à cette moyenne de 114 grammes CO2 par kilomètre. Et notamment lors de l'année 2021, on a une diminution énorme sur les émissions moyennes des émissions CO2 pour des nouvelles immatriculations dans le leasing. Voilà, l'analyse était faite sur le parc automobile. Le parc automobile en véhicules à main se constitue entre 440 000 véhicules immatriculés. De ces 440 000 immatriculés, on a à peu près 40 à 50 000 véhicules qui pourraient être considérés en tant que voitures de fonction, donc qui pourraient profiter du régime ATN. Bon, pour le calcul de l'avantage nature, ici au Luxembourg, on dispose aujourd'hui de deux systèmes. Une fois les systèmes, comme vous le connaissez probablement, ça c'est le système qui revient au kilométrique, donc avec un système où il faut noter tous les kilométrages parcourus en privé, et sur ce système, on facture par la suite l'avantage nature. Et le deuxième, c'est l'évaluation forfaitaire, et sur celui-là, on vient de faire des adaptations. À l'époque, avant 2017, il existait qu'un seul seuil, donc c'était le seuil de 1,5%, qui était
par la suite modifié avec une réforme appliquée en 2017 pour notamment favoriser des véhicules moins polluants. Donc, en introduisant un seuil de 0,5 pour les véhicules électriques et d'avoir une catégorisation des seuils à appliquer pour les véhicules qui pourraient profiter en avantage nature en fonction des émissions CO2. Ceci a été adapté ou a dû être adapté suite aux modifications qui ont été introduites par la Commission européenne au niveau de l'homologation. Donc, le système a été adapté de l'ancien cycle d'essai NEDC au nouveau cycle d'essai VLTP, qui se situe à peu près 20% au-delà des émissions CO2 par rapport à l'ancien cycle. Ça, c'était en 2020. Et sur ce nouveau cycle, donc sur les émissions VLTP et sur l'ensemble des véhicules, les 40 000, 50 000 véhicules qu'on a pu analyser, et sur les nouvelles immatriculations faites lors des années 2019, 2020 et 2021, des véhicules de société, de leasing, on a fait notre analyse au ministère pour donc avoir ici le tableau que vous pouvez voir, donc une croissance continue des véhicules en zéro émission, donc une croissance en 2019 de 2,10% en véhicules électriques purs, pour atteindre donc en 2021 déjà un pourcentage de 14,13%, donc une nette amélioration dans le secteur. Et une amélioration qu'on estime qui pourrait être continuée comme ça. Donc, les adaptations qui ont été faites, c'est notamment pour donner encore des avantages à ces véhicules et de réduire les véhicules qui sont immatriculés avec des émissions au-delà de 110 grammes CO2 par kilomètre. Voilà, pour revenir maintenant sur le nouveau système, peut-être je passe tout de suite sur le prochain slide, c'est plus visuel. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, tous les véhicules qui ont encore, pour lesquels un contrat a été déjà signé avant la fin de l'année 2021 pourraient profiter encore de l'ancien système. Ceci était notamment introduit pour éviter qu'une personne qui a déjà acheté ou déjà signé un contrat serait pénalisée, et aussi donc dans le cadre de la pénurie des microprocesseurs, des microchips, pour éviter qu'une personne achète un véhicule et le véhicule était uniquement livré plus tard, et donc la personne serait pénalisée à cause de ça. En outre, donc pour tous les véhicules qui seront immatriculés l'année prochaine, dont le contrat a été signé, cette année-ci 2022, et dont le contrat est signé 2022, peuvent encore profiter de l'ancien système pendant l'année 2022 et puis switcher en 2023 sur le nouveau tableau que je viens de présenter dans 2-3 slides. Et pour les véhicules immatriculés à partir de 2023, donc pour ceux où il y a un contrat signé en 2023 ou 2022 et immatriculé en 2023, le nouveau système serait applicable. Voilà, les modifications faites, on voit ici, donc on a différencié entre les véhicules thermiques diesel et non diesel. Donc, jusqu'à un seuil de 80 grammes, il n'y a pas de modification dans le tableau. Les 80 grammes sont à considérer que ce sont des véhicules soit électriques, soit des véhicules hybrides, plug-in hybrides. Puis, dans le tableau, vous pouvez voir aussi le seuil européen, donc les 114 grammes par kilomètre de CO2, qui se trouve dans la catégorie de 1,2 de 1,4% pour calculer l'avantage en nature. Donc, encore quelque chose avantageux pour donc acheter un véhicule thermique avec une émission de 110 grammes d'émissions CO2. Par contre, par la suite, le seuil maximal est gardé. Donc, ça, c'est le seuil connu de 1,8. Avec une petite ou légère adaptation pour les essences, où on a augmenté de 1,7 à 1,8, et une diminution au niveau maximal des 130 grammes kilomètre. Donc, on a eu une limite de 150 grammes par
kilomètre de CO2 qu'on a diminué maintenant à 130 grammes de CO2 suite aussi à l'évaluation du parc automobile et à l'évaluation demandée par la Commission européenne pour les seuils moyennes à respecter par les constructeurs des véhicules. Pour les véhicules électriques, on a la même chose. Donc, on a ici, on a gardé le seuil de 0,5 et on a augmenté uniquement le seuil. On a introduit encore un élément supplémentaire et ça, c'est la consommation des véhicules en parallélisme par rapport à la prime qui est aussi accordée lors de l'achat d'un véhicule, donc à 18 kWh par 100 km. Donc, un véhicule qui dépasse ce seuil passerait à 0,6% pour le calcul de l'avantage en nature. Voilà, juste pour faire un petit calcul pour la comparaison qui était faite pour tous les seuils qui ont été fixés. C'est ce qui était analysé, ça c'est soit de prendre un salaire brut et de diminuer ce salaire brut par rapport à un montant de l'avantage en nature qu'on accorderait et qui coûterait en leasing privé. Ici, on a fait la simulation avec la classe d'imposition à un annuel brut de 70 000 € et un véhicule de 40 000 € pour calculer et comparer une fois l'avantage qu'on pourrait atteindre si on prendrait encore un véhicule, si un salarié opterait pour un véhicule de société et de profiter de l'avantage en nature. Donc avec un seuil de 0,5, on voit quand même pour cet exemple, on a encore un avantage annuel de 4 000 € à peu près. De 1%, on a encore un avantage de 2 400 €. Et par contre, si on monte à 1,8, on voit que l'avantage devient plus intéressant avec cet exemple. Voilà, ça c'est aussi la raison pour laquelle on a gardé actuellement le seuil de 1,8 jusqu'à 2025 pour avoir encore la possibilité d'avoir au moins l'équilibre si on choisirait d'immatriculer un véhicule sur son propre nom ou de faire un leasing privé par rapport à un véhicule mis à disposition par le patron. Par la suite, pour donner aussi une vue plus longue, on a aussi introduit au ministère la décision a été prise de aussi déjà avoir les seuils à partir de 2025, donc pour donner une vue au secteur et aussi aux futurs utilisateurs de véhicules de société. Donc, il est proposé d'avoir, à partir de 2025, un seuil qui augmente de 0,5 pour les véhicules électriques à 1%, ou à 1,2% en fonction de la consommation, et pour les thermiques à 2%. Donc, on va garder encore un seuil favorable si on compare aussi par rapport au seuil applicable avant 2017, donc 1,5, on est encore en dessous de 1,5 par rapport à 2017, donc on va avantager encore les véhicules électriques à partir de 2025. Cependant, pour les véhicules thermiques, on va implémenter un système qui n'est plus tellement favorable pour profiter d'un véhicule de société avec une motorisation thermique. Bon, ceci est directement lié aussi au développement européen. Donc, au niveau européen, il est demandé qu'avec le programme Fit for 55, il est demandé qu'il y aura plus d'immatriculation de véhicules thermiques à partir de 2035. Il y a aussi d'autres pays déjà dans la communauté européenne qui demandent de réduire ou d'avoir déjà cette date à 2030. Donc, à partir de 2030, il y aura plus de véhicules thermiques immatriculés en Europe. Voilà, et ça c'est directement lié aussi à ce développement. En outre, il y a une diminution continue qui est demandée par les textes également applicables aujourd'hui, donc une diminution continue des émissions CO2 pour les véhicules, donc aussi pour les flottes et pour les fleets des véhicules des constructeurs. Avec les chiffres et les seuils que je viens de montrer, donc on voit qu'à partir d'un taux de 2%, l'exemple que je viens de présenter par avant, on tombe sur un désavantage de 800 € pour ce véhicule si on appliquerait un taux de 2%.
Voilà, ici, vous voyez encore une fois maintenant les modifications en résumé et encore une fois le tableau, donc avec les différents dates des délais à partir desquels ces taux seront applicables pour les véhicules pris en avantage en nature. Voilà, ça c'était la présentation de ma part. J'espère que c'est un peu compréhensible, c'était un peu vite parce que la présentation initiale, c'était une présentation faite par le ministre lors de la conférence de presse. On a encore quelques slides un peu plus précis sur l'électromobilité, donc lors de la discussion, on peut revenir peut-être sur ces slides-là. Monsieur Philippe, merci pour votre intervention. Je ne doute pas un instant qu'au terme de toutes les interventions, vous aurez une cascade de questions qui vous seront posées. Je rappelle pour les personnes qui se sont inscrites et qui sont derrière leur petit écran que vous pouvez poser les questions. Elles seront transmises aux différents intervenants tout de suite après leur présentation et surtout à la fin de ce webinaire, juste avant la conclusion. Alors, j'ai une première question ici une personne qui me dit, mais pour finir, pourquoi ne pas avoir fait un taux dégressif? On finira après 2025 à taxer plus fort une voiture sportive électrique plutôt qu'un moteur à explosion d'une voiture d'une capacité plus réduite. Dites-moi. Bon, de nouveau, c'est quand même, si on applique et si on prend en considération aussi le développement au niveau européen, aussi auprès des constructeurs, on voit aussi que les constructeurs vont plus continuer, ou une grande partie des constructeurs vont plus continuer à développer sur les moteurs thermiques. Donc, il y aura probablement aussi de plus en plus d'offres en électrique. Ça, c'est déjà un élément. En outre, on a la dégression, donc on a aussi les seuils qu'on doit atteindre ici au Luxembourg au niveau des émissions CO2. Donc, et si on n'atteint pas ces seuils, on aura des pénalités à payer à la Commission européenne. Donc, pour réduire, on a fait, comme tout au début, présenter que le secteur du transport et encore le secteur avec les émissions les plus élevées en CO2, on a fait réduire ce niveau CO2, il faut absolument aller vers des véhicules moins polluants, donc des véhicules zéro émission ou plug-in hybride, donc pour diminuer ces seuils. Monsieur Philippe, dans la présentation que vous avez faite, vous avez donné des chiffres à un moment donné concernant les voitures en leasing. Alors, on sait qu'on approche les 100 000 véhicules, quasiment 24-25% du parc roulant sont des voitures de société. Si on analyse un petit peu les 24-25%, on se rend compte que la moitié de cela, la moitié des véhicules de société sont en leasing opérationnel. Je parle ici des entreprises, je ne parle pas du leasing privé. Le restant, c'est de la méthode d'acquisition, c'est soit de l'achat propre, soit du leasing financier. Et on s'aperçoit que quand vous parlez de leasing opérationnel, le taux d'émission est le plus bas. Il est de 105 grammes par kilomètre en moyenne. Est-ce que, d'abord, ma première question, est-ce que c'est dû au fait que les contrats sont de 5 ans maximum, donc ils ont une moyenne de 48 mois souvent? Est-ce que ça, c'est une des raisons? Et n'ayant aucun intérêt, la Fleet Association for Mobility n'a aucun intérêt à faire la promotion d'une méthode d'acquisition par rapport à une autre, mais faut-il conseiller les entreprises, faut-il leur conseiller d'aller vers le leasing opérationnel de façon à être dans la bonne catégorie en termes de taux d'émission CO2? Je pense que déjà avec les modifications qui ont été introduites en 2017, donc avec un taux très favorable pour les véhicules électriques à 0,5%, ça a probablement aussi apporté
probablement aussi mener les gens à opter pour des véhicules électriques, donc aussi peut-être le taux à 0,8, 0,7, donc avec les plug-in hybrides. Donc avec cela, on a probablement déjà fait un choix où les gens font plutôt le choix pour donc avoir encore des avantages lorsqu'ils prennent un véhicule de société où ils profitent de l'avantage nature. Parce que avec les autres chiffres que je viens de montrer, avec un avantage non négligeable avec l'exemple présenté de 4 000 € par an. Donc c'est quand même un avantage avec la prime supplémentaire. Donc on peut quand même atteindre des avantages pour un tel véhicule jusqu'à un montant de 16 000, 20 000 € sur les 3 ans d'utilisation. Donc ça c'est quand même un avantage non négligeable. Et donc probablement ça aussi l'a fait ici dans les immatriculations, et à cause de ce renouvellement assez court de ces véhicules, de ce parc de véhicules, on peut le voir plus vite que dans l'ensemble du parc automobile au Luxembourg. Alors, je me dois de vous poser les questions qui arrivent sur mon écran. Qu'en est-il des prolongations de contrat? S'il vous plaît. Qu'en est-il des prolongations de contrat? Donc, les prolongations de contrat, on devrait encore une fois analyser. En principe, ça, c'est le premier contrat qui était signé, et c'est sur une nouvelle immatriculation de véhicule. Donc, c'est le véhicule immatriculé en première fois. Donc, probablement, et ça, il faut faire une analyse un peu plus profonde, et on peut revenir sur cette question, même en écriture, on peut donner une réponse écrite sur cette question. Donc, après l'analyse des textes, probablement, ce serait encore l'application de l'ancien taux, parce que c'est le contrat initial avec l'immatriculation initiale du véhicule. À vérifier encore une fois, mais ça devrait être ça. Théoriquement, d'après votre tableau, ça devrait effectivement être cela. Vous vous doutez que l'inquiétude s'installe auprès de certains utilisateurs. Et j'ai une question ici. Comment vont faire les personnes qui n'ont pas la possibilité de charger leur véhicule chez eux? Voilà, donc le principe va fondamentalement changer sur l'utilisation des véhicules. Actuellement, aujourd'hui, sur une thermique, souvent on roule jusqu'à ce que l'ambiance s'allume, devient rouge, il faut aller prendre de l'essence. Sur l'électrique, c'est différent. Sur un véhicule électrique, c'est plutôt à tout moment qu'on a la possibilité de recharger le véhicule, on le recharge. Donc, il y a sûrement au début des problèmes pour probablement recharger ces véhicules. Par contre, pour contrer cela, l'État vient de développer tout un système Chargy, donc avec beaucoup de points de recharge accessibles pour tout le monde. On a on vient de développer aussi le chargerie rapide, donc avoir une recharge rapide. Dans 20 minutes, on peut même charger le véhicule à 90%. Donc, des options sont disponibles déjà aujourd'hui. Donc, parce que sur le Chargy, on est déjà dans 101 des 102 communes, le Chargy est déjà implémenté. Par contre, c'est logique qu'il fallait encore continuer à développer sur cette problématique, et qu'il fallait aussi que les gens vont installer en privé des bornes. Et pour cela, il y a aussi un système de primes qui a été introduit, donc pour supporter l'installation d'une borne à la maison. Et j'avais aussi intégré 2-3 slides sur cela. Donc voilà, vous avez ici le Klaverlöden Zulspuren. Donc aussi en privé, vous pouvez profiter d'une prime allouée par l'État si une installation de borne est faite, donc de 750 € pour une bonne borne non intelligente, et même jusqu'à 1650 € pour des bornes intelligentes. Donc là, on peut aussi profiter d'un subside payé par l'État. En outre, pour les sociétés, là aussi, il y a des primes qui vont être accordées, donc aussi pour l'installation des
bornes au lieu de travail. Donc pour ces véhicules, donc la question a été posée, si j'ai pas la possibilité de faire la recharge à la maison, donc il y aura probablement la possibilité de faire la recharge au lieu de travail. Et pour cela, il y a aussi des primes qui vont être payées aux personnes morales qui vont installer, aux sociétés qui vont installer des bornes. Donc l'installation de la borne est financée jusqu'à 50%. Et aussi, s'il y a un renforcement du réseau nécessaire, cela aussi, donc encore une fois, financé à 60%. Donc, comme je viens de dire, le principe d'utilisation va changer. Donc, on va plus avoir cette approche, voilà, de continuer à rouler jusqu'au dernier kilomètre, mais il faut faire la recherche à tout moment qu'on a la possibilité de faire cette recherche. À l'exception, naturellement, si je déplace à l'étranger ou j'ai fait un trajet plus long, là, naturellement, il faut avoir des bornes à charge rapide qu'on vient aussi d'installer aux différentes stations de service. Et pour cela, il y a aussi tout un système ou une directive européenne qui est en train d'être développée, ça c'est la FIR, donc sur l'infrastructure européenne des bornes de recharge. Monsieur Philippe, merci pour votre intervention. Je vous répète, je vois arriver toutes les questions. Je ne doute pas que presque au terme de notre webinaire, on reviendra vers vous avec toute une série de questions. Pour le gestionnaire de flotte ou le patron d'entreprise, la législation est aussi un élément qui est, c'est souvent un petit peu le trou noir. Il y a pas mal d'inconnus et on aime avoir l'avis de professionnels. Maître Silcox, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc moi, du coup, je vais regarder un petit peu plus le côté pratique. Donc vraiment, une fois qu'on souhaite mettre en place, ou on se pose la question quant à la possibilité de mettre une car policy en place dans l'entreprise. Voilà, comme on vient d'entendre, les questions sont multiples. Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit le faire? Et surtout, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Donc, nous allons regarder très rapidement, et comme j'ai dit, avec un œil très sur la pratique avant tout. Donc, surtout, qu'est-ce que c'est un car policy tout d'abord? Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition juridique propre. Par contre, voilà, c'est un instrument pratique absolument indispensable pour la bonne gestion d'une flotte automobile. Généralement, l'intérêt est triple. Donc, bien sûr, pour les salariés qui vont en bénéficier, c'est-à-dire que cette politique, cet règlement intérieur va donner bien sûr les informations donc sur les règles d'attribution, les règles d'usage donc de tous les jours pour les salariés et bien sûr répondre, on l'espère, à la plupart du moins des questions par rapport à la gestion des véhicules proprement parlant. Ensuite, bien sûr, pour l'entreprise, le car policy permet donc de répondre aux attentes et demandes des salariés. Surtout, le policy même vise à limiter les risques liés surtout aux questions de risques routiers. Et bien sûr, lorsqu'on a la possibilité d'avoir le gestionnaire de flotte, cela permet donc la transparence et la clarté par rapport aux responsabilités donc de la gestionnaire et de la société même. Et bien sûr, le gestionnaire de flotte a son intérêt également dans la mise en place d'une car policy, puisque cette policy va documenter donc toutes les diverses attentions et points de négocier entre les différentes donc entre les gestionnaires et la société et permet encore une fois la clarté et la transparence entre les parties et permet de répondre en amont à la plupart des questions pratiques que peuvent avoir les différentes parties au contrat. Donc nous allons parcourir dans les quelques minutes qui nous est imparti le contenu type d'un car policy. Bien sûr, les car policy sont de nature individualisable. Donc voilà, il n'y a pas de obligation stricte par rapport à ce qu'on
doit indiquer et ce qu'on peut indiquer. Donc, bien sûr, une carte policy pour une société peut varier complètement de celui de son voisin. Par contre, ici, on a une dizaine de points par rapport vraiment des conseils pratiques de ce que ce carte policy devrait contenir ou couvrir, du moins en tant que question. Donc, une fois quand on nous pose la question par rapport à cette mise en place, la première chose à savoir, c'est la question de la critère d'éligibilité pour les salariés. Encore une fois, on a une large spectre de possibilités. Donc, on peut avoir l'offre à tout salarié, ou on peut bien sûr limiter à certaines catégories de salariés, donc notamment par exemple une fois qu'on touche à certains critères, donc management, etc. On peut également limiter à des personnes bien sûr avec un permis de conduire, cela va de soi, mais si on l'indique pas, du coup on peut se poser les questions pour par exemple les conjoints. Je n'ai pas de permis de conduire, mais mon conjoint en a un. Est-ce que je peux en bénéficier du car policy? C'est une question qui peut arriver et qui arrive. On peut également limiter par rapport au type de contrat. Donc, par exemple, notamment, on limite au CDI et on écarte du coup les salariés intérimaires, CDD, etc. On peut éventuellement limiter à l'ancienneté. Donc, au bout de 6 mois, notamment de période d'essai, du coup, on pourrait avoir une possibilité d'éligibilité du coup à un car policy, mais on peut également dire non, c'est au bout de 4 ans, etc. Et également le type de métier. Donc, par exemple, quelqu'un qui va prendre la route beaucoup pour son travail serait potentiellement éligible, alors que quelqu'un qui reste de par son métier uniquement au bureau potentiellement pourrait être exclu. Donc, c'est vraiment les critères d'éligibilité, bien sûr, on conseille très fortement de les indiquer dans le car policy, mais la possibilité d'individualiser, encore une fois, est très large. Ensuite, bien sûr, là, et la raison d'être probablement de cette intervention, c'est autour de la gestionnaire de flotte et les services. C'est extrêmement important en pratique de définir exactement ce que le gestionnaire de flotte peut et va faire. Donc, généralement, on voit en pratique souvent une simple indication que cette personne-ci ou cette société-là va s'en occuper. Mais par contre, lorsque on a la possibilité, il faudrait vraiment indiquer exactement ce que cette gestionnaire de flotte peut et va proposer. Donc, est-ce que, par exemple, on couvre donc le financement? Est-ce que c'est simplement les cartes carburant? Quid en cas d'un véhicule en panne, en cas de réparation, etc. Vraiment indiquer toute l'option et la panoplie de services proposés. Encore une fois, dans un but de transparence et de clarté. Après, la question qui pose souvent problème en pratique, c'est la question de l'usage des véhicules. Donc, en fait, on voit souvent dans les contrats de travail une indication que on propose éventuellement un leasing ou un véhicule de société pour un usage privé ou un usage professionnel, ou bien les deux. Sachez que si on n'indique pas dans le contrat ou dans le car policy, alors il est présumé que l'usage est pour les deux. Le salarié peut l'utiliser aussi bien pour l'usage privé que professionnel. Sachez simplement que si un véhicule n'est pas mis à la disposition d'un salarié à des fins privées, alors il ne s'agit pas d'un avantage en nature. Jusqu'à là, c'est clair. Par contre, sachez que le trajet domicile, bureau ou lieu de travail et retour est considéré comme étant un usage privé. Donc, ça veut dire que quand bien même on indique dans le contrat, dans le car policy, que l'usage est purement à un titre professionnel, lorsque le salarié, et en toute logique va le faire, va conduire entre son lieu de travail et son domicile, ce trajet-là sera considéré comme étant un usage privé et ainsi taxé comme un avantage en nature. Donc, une petite parenthèse pratique à garder en tête. Autre conseil, cela généralement va de soi, que bien sûr, la mise à disposition d'une voiture, c'est pour conduire normalement en respectant les lois.
Par contre, on a déjà eu des situations où, puisque ce n'était pas clairement indiqué que la voiture mise à disposition ne pouvait pas être utilisée pour des courses, ne pouvait pas être utilisée pour transporter voilà, des matières dangereuses, etc., que du coup, cela présumait que les salariés pouvaient l'utiliser comme pour ce genre d'activité. Donc, encore une fois, une petite conseil pratique. Interdire certaines activités dans le car policy même n'est pas aussi ridicule que cela pourrait avoir une première impression. Après, une question plus, plus pratique par rapport à la détermination des catégories et les choix des véhicules. Bien sûr, on n'est pas obligé de l'indiquer. Par contre, on peut très bien avoir la possibilité donc de limiter les budgets, donc par rapport à un grade, statut, etc. Et également, si un employeur souhaite proposer uniquement, par exemple, voilà, des voitures électriques à ses salariés, qu'ils ne souhaitent pas avoir, je sais pas, des voitures autres que gris, blanc, noir, ou si voilà, on veut avoir des équipements obligatoires, c'est tout à fait possible d'indiquer. Donc déjà dans le car policy, et encore une fois en amont, cela permet beaucoup de clarté et d'éviter des problèmes et des revendications potentielles plus tard lorsqu'un salarié a un choix qui ne correspond pas nécessairement aux souhaits de l'entreprise. Après, le policy, c'est toujours extrêmement important d'indiquer donc les conséquences d'une rupture anticipée. Donc ça veut dire que voilà, on a un contrat de leasing qu'on propose à nos salariés pour, je sais pas, 4 ans par exemple. Mais du coup, le salarié part en pension. Le salarié est gravement malade ou a une maladie de longue durée et donc son contrat est résilié. Le salarié est licencié avec préavis ou pour faute grave, voire même le salarié, peu de temps après le début de son contrat, quitte la société. On doit, en pratique, avoir pensé en amont à ce genre de situation et prévoir les conséquences donc de cette rupture anticipée du contrat donc de travail, mais bien sûr le contrat de leasing. Qui c'est qui restera responsable? Comment est-ce que on va potentiellement procéder à un remboursement des frais qui peuvent s'avérer assez chers? Est-ce que du coup un salarié, par exemple, qui part à la retraite ou qui part dans une autre société, est-ce qu'il pourrait garder cette policy? Est-ce que le salarié pourrait éventuellement racheter le véhicule? C'est toutes des questions liées dans la pratique, mais par contre qui on conseille extrêmement, enfin très très fortement d'y réfléchir en amont et de l'indiquer au moins en résumé dans ce document interne pour éviter de se poser la question le jour où cette question arrive et nous ayons que quelques jours pour répondre donc aussi bien aux salariés que le contrat, enfin que le société de leasing par exemple. De la même manière, bien sûr, les règles, donc en cas d'absence de salariés, donc qu'est-ce qui se passe en cas d'un congé de maternité, en cas d'un congé de maladie longue durée, en cas d'un congé parental et en cas d'un congé sans solde, voire même temps partiel, ou dans les cas dans les 2 dernières années avec le Covid, en cas de télétravail, voilà, plus ou moins forcé. Donc, justement, prévoir en amont ces questions permettrait donc potentiellement à l'employeur de retirer le véhicule dans certaines situations, qui est toujours beaucoup plus possible lorsque on l'a déjà prévu noir sur blanc et que le salarié l'a signé. Ou bien sûr déjà clarifier en amont les possibilités du salarié. Sachez juste que voilà, congé maladie et congé maternité, bien sûr, étant considérés comme 2 temps de travail, normalement, la mise à disposition de la véhicule ne devrait pas être impactée par cette congé légal. Après, voilà, c'est des questions un peu plus techniques. Donc, c'est des questions par rapport aux obligations de la livraison du véhicule. Donc, par exemple, qui c'est qui est responsable pour toute la vérification donc de la conformité même? Est-ce que l'employeur éventuellement a une possibilité ou a une obligation de vérification? Est-ce que c'est le gestionnaire? Est-ce que c'est selon le salarié?
Et de la même manière, vérification des papiers, est-ce que c'est du coup le gestionnaire de flotte, est-ce que c'est l'employeur, est-ce qu'il y a une présomption de véracité de la salariée. Donc, c'est toutes les choses qui, encore une fois, je répète, mais si on peut les prévoir déjà en amont dans le car policier, c'est beaucoup plus simple de se référer simplement à un article, donc ce car policier signé, plutôt que d'essayer de justifier les pourquoi du comment lors de la situation proprement parlant. Pareil pour les responsabilités donc du bénéficiaire. Est-ce que c'est uniquement le salarié qui va en bénéficier ou également les membres de sa famille? Quid en cas des PV, notamment en cas de vitesse ou de stationnement. Et aussi, qu'est-ce qui se passe si le PV est donné lorsque le salarié était en route sur demande de l'employeur. Donc, par exemple, pour aller voir un client et il s'est fait flasher en roulant un petit peu trop vite. Est-ce que l'employeur permettrait éventuellement de prendre une partie certaines PV, ou est-ce que si on marque noir sur blanc que toute violation de la loi et les responsabilités du salarié. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple une fois qu'on peut mettre le doigt sur une clause déjà acceptée. Donc voilà, nous, question pratique, on recommande toujours un engagement général du collaborateur, bien sûr, respecter le code de la route, et bien sûr l'article 121.9 du code de travail indique à la base que c'est bien la responsabilité du salarié pour toute dégâts causés par ses actes volontaires ou sa négligence grave, qui peut également s'appliquer à l'usage d'une voiture mise à sa disposition par un employeur. Également, mieux vaut en amont qu'après, les questions d'assurance. Donc, quelle est la couverture d'assurance? Est-ce que c'est l'employeur, le salarié, le gestionnaire de flotte qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a une présomption de manière générale que toute personne va bénéficier d'une assurance, par exemple, globale? Ou est-ce que c'est au salarié de choisir? Est-ce que quid par rapport aux franchises? Également indiquer clairement les délais pour le collaborateur en cas de sinistre. Également voiture de remplacement, réparation, etc. Et encore une fois, une prise de position pratique, mais l'employeur a la possibilité donc de refuser des véhicules pour un salarié qui multiplie des sinistres, pour lesquels, bien sûr, il est tenu responsable. Cela peut se poser des questions lorsque on retire donc ce bénéfice de mise à disposition d'une voiture, alors que la personne remplit les critères d'éligibilité que nous avons vus au début. Donc, il faudrait alors potentiellement compenser par numéraire donc la voiture. Finalement, c'est la question par rapport, donc bien sûr, au carburant. Donc, est-ce que dans le montant donné, est-ce que le carburant est pris en charge? Donc, carburant, bien sûr, classique ou électrique. Et également, comment est-ce qu'on peut utiliser cette carte de carburant? Est-ce que c'est pour les trajets aller-retour ou purement professionnels? Ou est-ce que si mon salarié veut partir dans le sud de la France en vacances, est-ce que du coup, la carte de carburant peut-il être librement utilisée? Et finalement, les modalités de restitution, un petit peu de la même manière que lors des livraisons, c'est toujours très intéressant de clairement indiquer comment, qui, pourquoi, et surtout pour la responsabilité en cas de problématique par après entre la voiture de leasing ou la société de leasing et la société. Voilà, une petite dame à vélo, parce qu'on est tous très écologique. Et mes coordonnées en cas de besoin. Maître Silcox, merci. Une petite question, on reviendra plus tard à la fin avec d'autres questions. Et une petite question pour vous. Est-il légal de mettre dans une car policy l'obligation pour le conducteur de reprendre sa voiture de leasing en cas de démission ou de payer le dédit? Oui.
C'est légal. Donc l'employeur peut le mettre. On peut le mettre. On n'est pas obligé, bien sûr. On peut Oui. mais justement, c'est par rapport à les questions que j'avais indiquées par rapport à voilà, les ruptures anticipées. Est-ce qu'il y a une faculté de rachat? Donc oui. Par contre, si on l'indique pas dans la carte policy, du coup, si on l'indique dans la carte policy que la salariée, par exemple, a la possibilité, très bien. Par contre, on peut indiquer que le salarié était obligé de le reprendre. Mais ensuite, ça dépendrait également, bien sûr, entre le contrat signé avec le lesseur à la base. Merci beaucoup. Marie Vintroux, la spécialiste de la fiscalité à l'Union des entreprises luxembourgeoises, c'est à vous la parole. Merci. Jusqu'à maintenant, avec Monsieur Paul Philippe, on a vu les avantages en nature voiture et les nouveautés. On a vu aussi les aspects légaux avec Louisa Silcox. Et moi, je vais vous présenter pour la partie fiscalité. Comment, qu'est-ce qu'on entend par avantage en nature voiture? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en compte quand ça doit pas être mis en compte? Et je vais me concentrer essentiellement sur la fiscalité des salaires. Néanmoins, il y a quelques autres aspects fiscaux à prendre en compte quand on souhaite rédiger une carte policy. Alors, tout d'abord, vous, en tant qu'employeur qui souhaitez mettre en place ou souhaitez adapter votre carte policy, quelles sont les implications pour vous au niveau de la société? Vous allez prendre un leasing de véhicule ou vous allez acheter une voiture de société et les coûts y relatifs, donc soit au niveau de l'achat, soit au niveau du coût du leasing, vont pouvoir être déductibles en tant que dépenses d'exploitation au niveau de l'impôt société, l'IRC. Néanmoins, en tant qu'employeur, puisque vous mettez un avantage en nature à disposition de vos salariés, vous avez la responsabilité de passer correctement en paix cet avantage en nature et également de conserver les justificatifs y relatifs qui prouvent comment vous avez évalué cet avantage, notamment en cas de contrôle salaire. Au niveau de l'employé, l'utilisation à titre gratuit et privé d'un véhicule de société est ce qui génère un avantage en nature imposable. L'avantage en nature imposable est soumis tant à retenue à la source sur salaire que aux cotisations sociales. Donc, quand est-ce qu'il y a un avantage en nature à mettre en compte? Ce n'est pas toujours le cas. On va voir quand est-ce que c'est le cas et dans quelle proportion. Tout d'abord, première question, elle semble peut-être tomber sous le sens, mais est-ce que j'ai des voitures de société? Oui ou non? Si vous n'en avez pas, il n'y en a pas à mettre en compte pour le compte des voitures de société. Ensuite, est-ce que vous avez un usage privé de cette voiture de société? En effet, comme l'a présenté Louisa Silcox, la voiture de société est une voiture de société, donc à usage des fins professionnelles, qui peut être utilisée dans certaines figures aussi à usage mixte, donc à caractère privé. C'est pour ça que c'est une réelle question à se poser. S'il n'y a pas d'usage privé, on entend par usage privé partir en vacances, utiliser la voiture le week-end, ou également faire les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Ça, c'est un usage privé. Alors, quand il y a cet usage privé, on continue. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'avantage en nature à mettre en compte. Pourquoi? Puisque c'est une voiture de fonction utilisée uniquement à des fins professionnelles. Ensuite, prochaine étape, est-ce que votre salarié a une contribution personnelle à cet avantage en nature? C'est une question importante. Pourquoi? S'il contribue personnellement à cette voiture de société, alors l'avantage en nature va être limité. Il y a une proportion, c'est un maximum de 20% du coût du leasing, notamment à charge de l'employeur. Donc il va y avoir un avantage en nature limité. S'il n'y a pas de contribution personnelle du salarié, alors c'est l'avantage en nature plein qui va être considéré et à mettre en compte. Retour sur les méthodes de l'évaluation de l'avantage en nature. On l'a déjà vu de manière assez exhaustive, surtout avec les changements avec Monsieur Paul Philippe, mais je
j'attire votre attention sur le principe de base, sur l'avantage en nature en principe. Donc là, on parle d'avantage en nature voiture. Il peut y en avoir d'autres types pour le logement. Ça peut être parking, des bons de réduction. Il y a plein de types d'avantages en nature possibles. Et le principe sous-jacent, c'est que l'avantage en nature, c'est un bien ou un service que l'employeur paye, met à disposition de son salarié, et son salarié en fait un usage gratuit et à titre privé. Et à partir de là, il va y avoir quelque chose à passer dans la plaie. Pourquoi? Parce qu'on a un usage d'un bien, d'un service que l'employeur nous offre à titre privé. Et dans ce cas-là, comment on l'évalue? On l'évalue comme quelle serait la valeur de ce bien qu'un tiers utiliserait, quelle serait la valeur de marché. Ça, c'est le principe sous-jacent. Et c'est là-dessus qu'il y a un élément à mettre en compte, donc dans la paie, et qui sera soumis à impôt et à sécurité sociale. Ça, c'est le principe de base. Ensuite, pour les voitures de société, il y a des règles subsidiaires spéciales. La première, qui est l'évaluation kilométrique, qui ressemble un peu à une évaluation aux frais réels, puisqu'on a l'employé qui doit prendre note de tous ses déplacements à caractère privé et un taux, on va dire un coût de revient unitaire par kilomètre que l'employeur détermine, et c'est ça qui va être mis en compte, et l'évaluation forfaitaire qu'on a vue précédemment et qui est la plus largement répandue et connue, qui est un pourcentage du prix d'achat neuf du véhicule en incluant les options, la TVA et en diminution des rabais, remises et ristournes. Ce taux, cette valeur de l'avantage en nature, comme on l'a vu, elle varie en fonction de la catégorie d'émissions de CO2 et le type de motorisation. Maintenant qu'on a dressé le contexte de l'avantage en nature voiture, de comment ça se calcule, quel est l'impact pour l'employé, quelles sont les responsabilités en tant que l'employeur, se pose la question qui est fortement d'actualité en ce moment sur les voitures de société. Est-ce qu'il y a un intérêt, toujours un intérêt, voiture de société leasing employeur versus leasing privé? Je dirais on a déjà amorcé les réponses à cette question en amont de la présentation, mais il y a 3 aspects principaux à garder en tête si on fait ce comparatif-là purement d'un point de vue de la fiscalité. Tout d'abord, quelles sont les modalités de mise à disposition que vous concevez pour l'établissement de votre car policy? J'entends, est-ce que vous octroyez la voiture de société en plus de la rémunération de votre salarié? Par exemple, une personne a été promue à un certain grade, on lui offre en plus un avantage qui est la voiture de société. Est-ce que c'est un avantage que vous proposez dans un package? Vous avez un package global de rémunération avec une prime de mobilité ou une voiture de société qui est au choix. Donc ça, c'est différents aspects et de modalités d'établissement de votre politique de rémunération qui ont un impact sur est-ce avantageux ou pas. Deuxième aspect, la variation de l'avantage en nature. On l'a vu, le gouvernement a évolué sa position sur le taux de variation. En effet, avant 2017, il était 1,5. Il y a eu des changements de normes qui ont également changé l'impact de l'émission de CO2 et le gouvernement a présenté un nouveau projet de règlement grand-ducal afin de modifier encore progressivement ces taux afin de favoriser les véhicules plus écologiques, donc qui vont être à un taux de moins d'1,5 et de favoriser les moins écologiques, où on a vu actuellement un maximum de 1,8 et qui arrivera jusqu'à 2%, 2% étant le seuil pour lequel il a été déterminé que l'avantage en nature n'est plus intéressant par rapport à un leasing privé ou une acquisition à titre privé. Dernier aspect, l'impact TVA. J'y reviendrai à la fin, qui est également un sujet d'actualité en cours et qui vient jouer sur l'intérêt fiscal de cet avantage en nature voiture. Donc ça, c'est les 3 éléments que vous devez garder en tête dans votre car policy. Est-ce que l'avantage, la leasing est toujours intéressant d'un point de vue professionnel? Ça dépend du type de véhicule que vous allez proposer à vos salariés, à vos catalogues, puisque c'est toujours un moyen potentiellement de
récompenser ou attirer votre main-d'œuvre, mais ça dépend de ce que vous souhaitez proposer dans la construction de votre catalogue de voitures, sachant que les voitures écologiques plus vertes sont plus favorisées à des fins fiscales. Voilà. Donc, pour conclure, quels sont les éléments que vous devez bien garder en tête lors de la rédaction de votre car policy, notamment sur les aspects fiscaux? Vous devez construire cette car policy en sachant ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez octroyer à vos salariés. Est-ce que c'est vraiment un élément de compétitivité? Et dans ce cas-là, la fiscalité peut être un outil, mais vous devez garder en tête, dans ce cas-là, de proposer un certain catalogue de véhicules qui sont favorisés à des fins fiscales. Considérer le traitement fiscal. En effet, on a vu que progressivement, sur les prochaines années, jusqu'à 2025, on va arriver pour certains véhicules thermiques à un taux de 2% qui est clairement affiché comme étant défavorable par rapport à un leasing privé. Donc, à garder aussi en mémoire lors de la construction de votre car policy. Vous allez devoir adapter l'APE en fonction des différents véhicules que vous allez attribuer, à qui vous allez attribuer les catégories de personnes, et conserver les justificatifs irrelatifs en cas de contrôle salaire. En effet, vous allez faire l'APE, donc vous allez mettre un avantage en nature dans l'APE. Sur quelle base? On a vu, et base de l'émission de CO2, de type de motorisation, donc ça c'est à garder. Et le dernier point qui, comme je le disais, est d'actualité, c'est suivre l'évolution des positions de TVA. En effet, en début d'année 2021, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne sur une jurisprudence allemande qui a été tranchée cet été. Peu de temps après, donc en février, il y a eu une circulaire de l'AED qui a été émise concernant le traitement TVA, la mise à disposition et aussi la base imposable et l'usage à titre onéreux d'une voiture de fonction. Donc ça, ce sont des évolutions qui sont en cours. Nous, au niveau de l'UL, bien sûr, on suit ce sujet d'actualité, mais vous, en tant que gestionnaire de flotte ou employeur mettant en place la car policy, c'est un élément que vous devez prendre en compte, l'impact TVA, en même temps que vous allez concevoir votre politique de rémunération car policy pour vos employés. Madame Vintroux, merci pour votre présentation. Une petite question. Un commercial part de chez lui, va directement chez ses clients sans jamais passer par le bureau? Oui. Y a-t-il avantage en nature ou pas? C'est une grande question, je crois, qui intéresse souvent beaucoup de monde et qui se pose. Donc, la voiture de fonction à usage strictement professionnel, c'est celle qu'on prend au lieu de travail, qu'on utilise à des fins professionnelles et où on revient et on la remet théoriquement à son lieu de travail. Donc, il y a un usage privé entre le domicile et le lieu où on se rend ou le lieu de travail. Et dans ce cas-là, il y a un avantage en nature à mettre en compte. Y a-t-il un impact du télétravail sur l'avantage en nature? Alors, il n'y a pas eu de changement qui a été fait au niveau de l'avantage en nature par rapport au télétravail. Donc, toutes les personnes qui ont bénéficié de l'avantage en nature tel qu'on l'a exposé juste là maintenant et qui sont en télétravail, il n'y a pas eu de changement législatif qui a été fait à ce niveau-là. Merci beaucoup. On reviendra vers vous en fin du webinaire. Je vais passer la parole à Guido Savi, qui est le patron luxembourgeois de la FEBIAC. La FEBIAC étant la Fédération des industriels du cycle et de l'automobile. Juste une petite précision, Monsieur Savi, on est tenu par le temps, donc on va essayer de compresser au maximum la présentation, si vous voulez bien. Hein? Très bien, merci. Voilà, bonjour. Donc, je vais vous présenter le point de vue des constructeurs automobiles. Alors, rapidement, petite présentation sur l'évolution du marché. Vous savez que le marché 2021 a été fortement affecté par la combinaison de la pandémie et d'un problème de pénurie mondiale des microprocesseurs. Donc, on a réalisé un marché total inférieur à l'année passée. Mais on constate quand même que dans ce marché en baisse, on a eu une forte croissance des véhicules électrifiés, puisqu'en électrique, on a terminé l'année à 10,5%. Le champion de la croissance, c'est le full hybride, donc l'hybride auto-rechargeable à 16,3%, qui d'ailleurs, c'est une tendance qu'on voit partout en Europe.
et le plug-in hybride, donc rechargeable, à 10%. Donc au Luxembourg, on a actuellement 36,8% de véhicules électrifiés dans les immatriculations. Tout ça est lié aussi à la croissance de l'offre de modèles qui se décline dans tous les segments, les incitants à l'achat, aussi offerts par le gouvernement, aussi les aides à l'installation des bornes et aussi l'accessibilité au Luxembourg des bornes de recharge, des réseaux de recharge accessibles au public. Donc tout ça favorise la croissance de l'électrification. Rapidement, une petite distinction entre le marché des sociétés et le marché des particuliers. Si on regarde, sans aller trop dans le détail, mais pour les plug-in hybrides rechargeables, on voit que c'est le marché des sociétés qui domine avec, sur l'ensemble des plug-in hybrides rechargeables immatriculés au Luxembourg, 76,2% sont immatriculés au nom d'une société. Pour les full hybrides auto-rechargeables, on est quasi 49-50 à moitié-moitié. Et pour les batteries électriques 100% électriques, 61% des immatriculations proviennent des entreprises, des véhicules de société. Donc, ça veut dire qu'on voit clairement que le marché B2B, le marché fleet, tire l'électrification vers le haut. On le voit dans les chiffres et ça se confirme, ça se renforce. Alors, une petite remarque quand même, vous connaissez le Green Deal, le Fit for 55, le plan qui est une émanation de Green Deal. On a un objectif européen en 2030 de réduire les émissions de CO2 de 55%. Et en 2035, l'objectif des immatriculations, c'est 0% d'émissions pour les véhicules qui pourront être immatriculés en 2035. Alors tout ça, c'est bien loin. Les constructeurs ont un avis par rapport à ça. D'ici 2035, les technologies vont encore beaucoup évoluer. On n'a pas de regard de toute façon absolu sur les technologies du futur. Et donc, pour les constructeurs, proposent à la Commission des négociations à la Commission européenne pour confirmer l'objectif 2035 en 2028. Ce n'est pas encore accepté par la Commission, mais c'est la position des constructeurs de dire c'est trop tôt aujourd'hui de dire ce qui va se passer en 2035. Attendons de voir quelles sont les nouvelles technologies qui vont évoluer. Et donc, il y a une demande de l'ACE au niveau européen de revoir l'objectif 2035 en 2028. Alors, le Luxembourg se positionne très bien en termes d'infrastructures de charge accessible au public. On est deuxième en Europe après les Pays-Bas et juste avant l'Allemagne. Donc, ça s'exprime en nombre de bornes par 100 km de réseau routier. Donc, on a une très belle évolution et aussi bravo pour disons, le développement des bornes rapides parce qu'il y a les bornes à 22 kW et les superchargers. Je crois que c'est une excellente initiative. Donc, on est bien positionné en termes d'infrastructure de charge. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on s'adresse au fleet et un peu confirmer la position des constructeurs automobiles. Pour nous, les constructeurs, la solution unique est un mythe. Nous ne voyons pas l'évolution du marché vers une solution unique qui serait que le véhicule 100% électrique. Cette évolution sera plus progressive que ce qu'on présente et ce qu'on entend parfois. Des nouvelles solutions vont apparaître et sont en développement, notamment les carburants alternatifs avec les e-fuels. Il faut savoir que de nombreux constructeurs majeurs sont en train d'étudier dans les départements de recherche et développement à développer des technologies d'hybridation combinées avec des carburants synthétiques qui sont très intéressants en termes de réduction des émissions. Je ne vais pas aller trop dans le détail, mais donc il y a d'autres technologies qui vont arriver dans les années à venir. L'offre des véhicules elle se décline dans tous les segments du marché. Et on choisit aujourd'hui un véhicule électrique parce qu'on veut évoluer avec son temps, parce qu'on veut bénéficier du plaisir de rouler en voiture électrique. Et on est aussi conscient que ça permet d'améliorer la qualité de l'air. Pour nous, on se dirige plutôt vers un marché où l'électrification va se développer davantage, va évoluer de plus en plus vite, mais elle coexistera avec d'autres solutions. Donc, il y a plusieurs modes. Pour nous, l'avenir, c'est la coexistence de plusieurs motorisations et solutions, et on ne va pas vers vraiment une solution unique qui va tout remplacer. Et alors, ce que je vais un peu développer maintenant, c'est que les affirmations traditionnelles qu'on peut entendre, qu'on peut lire, etc., sur les motorisations alternatives ne correspondent plus à l'évolution de la technologie, à l'évolution du marché. Je vais pas aller trop dans le thème, mais je vais un petit peu parcourir ça pour donner un peu le sens de cette vision. Alors pour nous, les constructeurs, l'évolution sera plus progressive. On pourra vers 2030, on sera plus ou moins à 75% de véhicules électrifiés avec un mix qui n'est qu'une projection, hein, mais bon, ça donne une idée. Avec 25% de véhicules 100% électriques, il y aura le développement des plug-in hybrides, les full hybrides avec des autres carburants, les plug-in hybrides qui vont avoir des autonomies beaucoup plus importantes.
et on aura peut-être encore en 2030, plus ou moins, un petit 25% de voitures purement à moteur thermique, parce qu'il y aura un moteur électrique en 2030, il y aura dans la grande majorité des voitures un moteur électrique en 2030. Alors, si on regarde par exemple les moteurs thermiques aujourd'hui, on a fait des progrès gigantesques avec Euro 6. Quand on évalue en fait les recherches au niveau des carburants synthétiques, on obtient des progrès qui sont encore plus spectaculaires que ce qu'on propose aujourd'hui en Euro 6. Les autonomies sont très élevées, donc ça reste dans certains cas quand même le moteur thermique une solution adaptée à certains besoins. Les voitures purement électriques, mais en fait, elles conviennent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. On entend souvent dire qu'une voiture électrique convient pour des personnes qui font des petits déplacements en milieu urbain, mais c'est parfois même plus facile d'utiliser une voiture électrique en milieu rural, question d'installation de bornes. Aujourd'hui, avec des autonomies qui vont jusqu'à 600 km pour une voiture purement électrique, la question de l'autonomie n'est plus un sujet. Donc, on n'a plus aujourd'hui vraiment cette discussion de l'autonomie, c'est devenu obsolète. Si vous entendez des gens comme des marques comme Tesla, comme Polestar, ce n'est plus un sujet. Et la condition d'utiliser une voiture électrique, c'est finalement, je vais revenir là-dessus, dans le cadre de la gestion des fleets, mais si on a une borne à domicile, tout le monde peut rouler en voiture électrique. Il n'y a pas d'exclusif par rapport à ça. Et ça dépend aussi, le développement de la voiture purement électrique, ça dépend de l'implémentation, du déploiement du réseau accessible au public. Donc ça, il y a une nouvelle directive, je crois que Paul l'a mentionné, c'est un règlement. C'était une directive en 2008 qui est devenue maintenant et remplacée par un règlement AFIR et qui fixe un objectif en termes de puissance cumulée de bornes de recharge, de pôles de recharge pour chaque pays européen. C'est 1 kW d'objectif par voiture purement électrique et c'est 0,66 pour les plug-in hybrides rechargeables. Donc, il y a aussi un facteur là-dedans d'évolution des réseaux de recharge accessibles au public. Alors, pour les plug-in hybrides aussi, on a une autonomie en moyenne aujourd'hui de 50 km en moyenne pour les plug-in hybrides. Mais si on est capable de charger, si on a la possibilité de charger chez soi à la maison et on peut charger au travail, ben en fait, on a une autonomie de 100 km. En plus, les constructeurs annoncent des fortes augmentations des autonomies. Il y a des constructeurs qui parlent de doublement de l'autonomie pour les plug-in hybrides. Donc, le plug-in hybride va vraiment devenir, disons, un des acteurs aussi très importants et majeurs dans l'électrification. On a aussi la croyance que les conducteurs de plug-in hybrides ne chargent pas beaucoup leurs véhicules. Quand on analyse les données des réseaux de charge, ben on constate l'inverse. On constate que les conducteurs de plug-in hybrides, en fait, chargent beaucoup leurs véhicules, chargent plus que les batteries électriques 100%, mais c'est normal puisque les autonomies sont moindres. Mais on voit qu'en réalité, la majorité des conducteurs de plug-in hybrides chargent leur véhicule. Et donc, l'augmentation des autonomies dont j'ai parlé. Le full hybride, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est l'électrification qui se vend le mieux en Europe, pour laquelle la demande est la plus importante et qui progresse. Donc, les solutions aujourd'hui de nouvelles technologies en full hybride auto-rechargeable contribuent effectivement à réduire les consommations et les émissions. On voit des résultats quand même imposants, surtout avec les dernières technologies. Certains constructeurs travaillent sur des full hybrides auto-rechargeables combinés avec des moteurs qui fonctionnent avec des carburants synthétiques. Donc là, on va vraiment atteindre encore des niveaux d'émissions beaucoup plus bas. Et en fait, si on analyse un peu le parcours et le profil moyen des conducteurs, eh bien, un full hybride permet quand même de rouler en ville 50% du temps en mode électrique. Donc, si vous déplacez, si on regarde l'ensemble de la population et les déplacements en ville, 50% du temps, vous êtes en ville, vous pouvez rouler en mode électrique avec un full hybride auto-rechargeable. Alors, le mild hybride aussi est une solution dont on ne parle pas beaucoup. Ici, on ne peut pas rouler en mode électrique, mais c'est un moteur électrique qui fournit une assistance à l'accélération au démarrage. Et il faut savoir que la solution mild hybride permet de réduire aujourd'hui dans les nouveaux modèles, les modèles les plus récents, on a des gains de consommation et d'émissions qui sont de plus de 20%. Donc, c'est aussi une solution qui existe et qui contribue à réduire les émissions totales. L'hydrogène, je ne vais pas trop en parler, est une solution majeure, mais est une solution à très long terme, puisque ça passe par l'hydrogène vert et toute la question de l'hydrogène vert, mais c'est moins le thème pour aujourd'hui. Alors, je voudrais faire ici une remarque par rapport vraiment à la gestion des flottes. Il y a de nombreuses sociétés, des consultants spécialisés dans l'automobile et qui conseillent des gestionnaires de flotte et qui sont en train de développer des sortes de modélisation, ça pour essayer d'aider les gestionnaires de flotte à orienter tel ou tel conducteur sur telle ou telle motorisation.
Et donc, on essaie de créer des grilles comme ça, des matrices. On dit, tiens, telle personne est éligible pour tel véhicule, telle personne est éligible. Et ils développent tout ça, c'est très complexe. Et puis, ils n'aboutissent pas à grand-chose et ils viennent nous voir. Ils disent, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, ou les constructeurs? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis, oui, c'est une voie sans issue. Aujourd'hui, je voulais attirer l'attention là-dessus, c'est qu'essayer de trouver des critères rationnels et objectifs pour diriger une personne vers tel ou tel véhicule, ça ne fonctionne pas. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde est éligible pour aller en voiture électrique, avec des autonomies jusqu'à 600 km. Et alors on choisit, si on fait beaucoup de kilomètres, on choisit une voiture électrique qui a plus d'autonomie qu'une autre. Alors pour nous, on a réduit en fait le raisonnement à une expression plus simple, dans le sens où dès qu'on parle de BEV, des batteries électriques, les voitures 100% électriques et les plug-in hybrides rechargeables, dès qu'on parle de notion, de concept de véhicules électriques rechargeables, la condition sine qua non, c'est de pouvoir avoir une borne de recharge à domicile. Si vous avez un employé, si vous essayez de trouver des systèmes très complexes pour déterminer qui peut rouler en voiture électrique rechargeable, c'est très simple. Si la personne peut installer une borne de recharge chez elle à domicile, alors on est éligible pour une voiture 100% électrique ou un plug-in hybride rechargeable. Ça devient vraiment difficile d'utiliser une voiture 100% électrique si on n'a pas de borne de recharge à disposition. Et donc, ça veut dire que là, le critère, il est très simple. Après, on va optimiser le mix de motorisation. Mais pour les autres motorisations, le thermique, le HEV, les mild hybrides et l'hydrogène, en fait, ça dépend d'une combinaison d'optimisation fiscale, d'optimisation du budget aussi de l'entreprise et de l'image que l'entreprise veut se donner. Parce qu'il y a un élément ici de corporate social responsibility. Si l'entreprise veut se donner une image plus environnementale, eh bien, on va forcer un peu sur l'électrification. Mais donc, les deux grandes familles, ce sont les rechargeables. Pour qu'un employé puisse rouler en rechargeable, il faut qu'il puisse avoir une borne à la maison. C'est très simple, on peut discuter de ça, mais finalement, c'est la solution. Par contre, pour les autres solutions, c'est un mix d'optimisation fiscale, d'optimisation du budget pour l'entreprise et surtout de l'image et de la stratégie que l'entreprise veut avoir pour le futur. Alors, en conclusion, l'électrocompatibilité, il y a des applications comme ça où avec le GSM, on pouvait définir si telle ou telle personne est compatible pour rouler en voiture électrique. Aujourd'hui, tout le monde peut rouler en voiture électrique. Si vous avez une borne à la maison, avec des autonomies de 400 à 500 km, c'est suffisant. Vous pouvez faire le tour de l'Europe avec une voiture électrique. Ça ne pose aucun problème. Donc, toute cette notion d'électrocompatibilité, elle est dépassée aujourd'hui. Tout le monde est compatible pour aller en voiture électrique. Conseiller une motorisation en fonction du profil de mobilité de la personne est un concept dépassé. Donc, si vous analysez en détail le profil de mobilité et vous essayez de conseiller une motorisation, ça ne fonctionne pas. Et les consultants spécialisés n'y sont pas arrivés. La gestion de flotte, donc c'est des critères de coût, de fiscalité, de responsabilité, d'image et surtout d'accès à une borne de recharge. Et donc, pour l'entreprise, il s'agit d'optimiser le mix de motorisation en fonction de choix stratégiques. Voilà, c'était ma petite contribution à la car policy. Merci Jean-Luc. Merci Guido. J'ai une question, mais je suis un peu embêté. Je ne sais pas si je peux la poser à M. Philippe ou si je peux la poser à Guido Savy. Donc, en 2025, M. Philippe, le tranchait-on. Quelque part, il va falloir aller vers l'électrique. On a vu que côté constructeur, ça coince un peu. Hein, on ne va pas faire une extrapolation pour voir à quel moment ça va vraiment coincer, mais c'est un petit peu gênant. Et moi, ici, j'ai une question. Avez-vous la garantie que les constructeurs pourront, dès 2025, satisfaire l'ensemble des besoins de mobilité via le zéro émission? Comme tu veux, Guido. Oui, la question, c'est que pour les constructeurs, Carlos Tavares, le patron de Stellantis a quand même une vision, encore il a déclaré une vision un peu plus mitigée par rapport à ça. La vision des constructeurs, c'est de ne pas se diriger vers et c'est déconseillé par des constructeurs majeurs, c'est de ne pas se diriger vers une solution unique, mais de laisser en fait le marché évoluer vers une coexistence de plusieurs solutions. On a des rendements, on a des résultats en termes environnementaux qui sont excellents avec d'autres solutions. Donc, bien sûr, il faut promouvoir l'électrification. C'est un objectif. Au plus qu'il y a de voitures 100% électriques, au mieux. Nous favorisons ça, mais nous ne sommes pas favorables à la solution unique. Ça veut dire que dans les carnets de développement et de recherche et développement des constructeurs, il n'y a chez aucun constructeur majeur l'intention de ne produire que des voitures électriques. À l'exception de ceux qui le font déjà. Je cite Tesla, Polestar, etc. Il y a d'autres marques. Il y a d'autres marques qui arrivent sur le marché, comme des marques comme Lynk & Co, London Electrical Vehicle Company, sont des marques chinoises qui arrivent. Donc, à part des marques qui ne produisent que des voitures électriques,
il n'y a chez les autres constructeurs pas l'intention de produire 100% de voitures électriques. Merci Guido. Dominique Laurent, le plus gros parc d'entreprises ici à Luxembourg, c'est quand même quelque chose assez extraordinaire. Comment gère PwC? Comment ce parc se gère? On va en savoir un petit peu plus. Je vous donne la parole. Oui, merci. Donc, j'ai volontairement changé le titre de Car Policy à Mobility Policy parce que on parle beaucoup d'électrification, de voitures, de mobilité aussi. On parle de voitures 100% électriques et on entend beaucoup parler dans la presse des pénuries d'électricité. Donc, la vocation pour nous n'est pas uniquement de mettre tout le monde en voiture électrique, mais d'en mettre un bon nombre dans les transports en commun. Donc, notre Mobility Policy porte non seulement sur l'utilisation de véhicules de plus en plus verts, mais aussi sur l'utilisation des moyens de déplacement en transport en public pour justement limiter cet impact. C'est encore le meilleur moyen. Donc, notre flotte reste au centre malgré tout de la mobilité. On a depuis longtemps, je pense qu'on a une grande flotte à Luxembourg. Donc, est-ce qu'on a encore la plus grande? Je ne sais pas, parce que vous verrez qu'elle est en diminution. On distingue chez nous deux profils de conducteurs et donc deux profils de voitures. Les compagnies cars qui sont plutôt à orientation du management, donc dans lequel on dispose d'un budget et où on est dans une logique vraiment de voitures de société, et des flexicars à orientation plutôt du staff. Donc pratiquement tous les employés sont éligibles chez nous, pour lequel on est sur un concept de salarié-sacrifice. Donc l'ensemble de la flotte aujourd'hui sur ces deux types de contrats représente 1350 véhicules. On complète les voitures de société par également des concepts de mobilité basés sur la mobilité partagée, donc aussi bien le car sharing avec une flotte en autopartage qui permet d'aller vers une non-possession du véhicule et une utilisation de véhicules partagés par l'ensemble des employés, mais également de pool car pour des déplacements un peu plus classiques. Donc là, c'est vraiment des voitures de la firme prêtées pour des déplacements de type logistique professionnel. 26 marques au sein de la firme que nous devons encadrer en termes de choix. Donc, tout le monde n'a pas accès à toutes les marques. Certaines marques plus premium et plus sportives sont plus pour le haut de la pyramide. Et 5 sociétés de leasing. Donc, c'est également un modèle chez nous relativement ouvert. Donc, chaque employé, en tout cas au niveau des compagnies cars, fait son marché lui-même au travers de la voiture qu'il souhaite, dans la limite de ce que la Car Policy permet, sollicite les sociétés de leasing et propose son offre, ou ce contrat en tout cas, à notre équipe fleet. Sur les flexicars, on est sur des contrats de catalogue, donc développés par notre équipe fleet et proposés aux employés chaque année. Donc l'évolution dont je parlais, on voit qu'en 2008, 90% des employés disposaient d'un véhicule. En 2021, 52% des employés n'en prennent plus, donc 48% en ont encore un. Donc il y a une forme non pas de désamour, mais en tout cas de diminution franche du nombre de personnes qui optent pour la voiture de société. Et je parlerai un peu après justement de tous les aspects qui aujourd'hui rebutent certains sans doute à passer commande pour ces véhicules. On peut noter que 28% donc, de nos partenaires, directeurs et managers qui disposent d'un budget pour un véhicule font le choix aujourd'hui de ne plus en choisir, de ne plus en prendre. En termes de distribution, pour reprendre ce que Guido présentait, on a une évolution franche également chez nous sur l'électrique et sur l'hybride qui représente aujourd'hui 27% des voitures sur route. Ce n'était que 4% il y a 2 ans, donc ça veut dire qu'une grosse partie des immatriculations actuelles se font sur ces véhicules. Je pense qu'on doit être dans l'ordre de 55 à 56% de chaque nouvelle voiture est électrique ou hybride. Cette électrification était jusqu'ici plutôt basée sur l'impact ou sur l'attrait fiscal que représentent ces véhicules. Dès cette année, ça deviendra une obligation. Donc, chaque nouveau véhicule de type compagnie car mis sur route sera obligatoirement électrique ou hybride. En tout cas, chaque nouvelle commande sera électrique ou hybride. Notre objectif étant que pour 2030, chaque nouvelle commande ne pourra être que électrique. Cette nouvelle donne quelque part en termes de choix de véhicules, oriente et pousse aussi beaucoup de conducteurs aujourd'hui à dire dans ce cas-là, je veux rester maître de mes choix et je n'opte plus pour cette voiture de société. Nous disposons actuellement de 20 stations de charge, ce qui est largement trop peu vu la flotte qui progresse. Donc, nous avons également pour ambition de développer notre réseau de charge au sein du bâtiment avec 50 nouvelles bornes cette année, bornes doubles, donc sans doute qui permettront donc de charger pratiquement 120 véhicules par jour. Et comme on l'a dit, une charge hebdomadaire pour la plupart des employés peut suffire. Donc, ça permettra au plus grand nombre, en tout cas, de bénéficier d'une charge au sein du bâtiment. Cette notion de charge est également importante, même si le grand public ou si l'employé dispose d'une borne à domicile,
Encore faut-il que de nuit, le renouvelable permette à terme de l'alimenter. Donc la charge en journée, là où la production est sans doute un peu plus favorable, peut se faire au travers de l'entreprise. Donc je vais passer rapidement, mais donc ça c'est un ensemble d'éléments qu'on voit et qui doivent être pris en compte dans notre car policy. C'est les grands changements dans les habitudes des gens, donc de plus en plus aller d'une voiture individuelle à une gestion de mobilité en tant que service. Utiliser plutôt une propriété partagée qu'une voiture à titre privé. La multimodalité vient également se greffer, donc même quelqu'un qui roule aujourd'hui en voiture de société, bien souvent, doit également utiliser les transports en commun parce que les parkings sont également de moins en moins nombreux dans nos immeubles. Un changement fort lié aux générations donc Y et Z qui, eux, n'ont plus pour ambition comme volonté d'avoir une belle grosse voiture comme leur papa. Donc, on va sur des modèles aussi souvent plus petits ou plus de voitures du tout, parce que c'est aussi bien compliqué de la garer au bureau que de la garer à la maison ou dans son appartement. Les outils digitaux qui aident de plus en plus à trouver une mobilité différente, l'électrique hybride et autonome qui devient la norme, et donc un écosystème global de mobilité qui est de plus en plus important. Donc, les grands critères qui impactent et qui poussent quelque part à cette diminution de taille, de flotte. Donc, la car policy, dans laquelle les choix sont alors toujours aussi nombreux, mais qui imposent aujourd'hui l'électrique. Et donc, pour ceux qui s'estiment encore non prêts à ce type de déplacement, de par la distance qu'ils parcourent quotidiennement, et aujourd'hui peut-être par rapport à l'incapacité de trouver suffisamment des bornes, certains optent aujourd'hui pour des voitures à titre privé. Alors, pas forcément des leasings privés, mais vraiment des achats. Ce qui pose également problème, parce que l'achat privé, souvent, parfois est du neuf, souvent de l'occasion, et donc tend aussi à ne pas forcément diminuer le CO2, mais à l'augmenter en moyenne. Donc la fiscalité qui a eu des impacts très positifs sur le type d'immatriculation qui ont pu être faits récemment. L'impact financier sur le salaire, donc c'est forcément la fiscalité qui le porte, mais la TVA qui commence à s'appliquer notamment sur nos salariés sacrifices, à nouveau renforce l'idée que l'achat privé est peut-être aujourd'hui plus intéressant. Les besoins personnels, pour beaucoup, empêchent, en tout cas selon les conducteurs, les empêchent de passer à l'électricité de par leur utilisation qui n'est pas adéquate. La mobilité en général au Luxembourg, et là je pense que le ministère fait beaucoup aussi pour changer justement l'utilisation de la voiture et basculer vers ou du covoiturage ou du transport public. Le temps qu'on passe dans les bouchons aujourd'hui fait largement réfléchir sur l'idée même d'avoir un véhicule, et donc certains s'en détournent. On a parlé tout à l'heure du télétravail, donc il y a malgré tout un impact financier grâce au télétravail, c'est que les contrats la plupart du temps sont souscrits pour des durées plus courtes. Donc quelqu'un qui optait pour un leasing à 30 000 km aujourd'hui va prendre un leasing sans doute à 15 ou 20 000 km selon le temps qu'il pourra passer à domicile. Nous proposons également donc des bureaux satellites, il manque peut-être un X, donc qui permettent également de réduire les temps de parcours parce que ces bureaux sont au plus proche de domicile des frontaliers, ce qui leur évite de venir tous les jours au travail. Donc les critères clés de la car policy, mais je pense que ça a été largement couvert par Maître Silcox. Donc effectivement, c'est une écoute active des acteurs de la mobilité. Donc on travaille aussi bien avec les loueurs, avec les employés, on regarde la fiscalité, on travaille avec les marques pour comprendre quel type de véhicule nous pouvons proposer, nous allons devoir proposer à l'avenir en fonction de l'évolution du parc ou des modèles. Une écoute, établir clairement les responsabilités, on en a parlé, donc c'est important de définir d'abord qui est responsable de quoi entre l'équipe fleet, le loueur, donc la société de leasing, et le conducteur qui doit agir en bon père de famille. La validation des budgets, la gestion de l'impact du temps de travail, ça a été abordé. Les choix possibles, donc leasing financier opérationnel, les loyers qui peuvent être acceptés, les dépassements potentiels, les normes CO2, les types de contrats, les durées, etc. Un sujet important, donc les règles de roulage, entretien, accident et PV, parce que les PV sont souvent un vrai problème. Je pense qu'on doit être numéro 1 également en termes de PV octroyés à nos conducteurs. De quelle manière pouvoir justement responsabiliser le conducteur sur son roulage, et donc l'entreprise est la première qui est responsable tant qu'on ne dénonce pas le conducteur, donc ces règles-là sont importantes. La gestion des entrées et des sorties. Alors l'entrée en général ça va toujours bien, le véhicule est neuf, à la sortie le véhicule est un peu moins neuf, un peu abîmé, et souvent l'employé qui nous quitte a du mal à vouloir accepter de payer la remise en état du véhicule. Donc tous ces éléments-là sont importants dans la car policy, et ils figurent pratiquement tout ce qui était présenté par Maître Silcox. En tout cas, on peut tick the box, on l'a,
Et la fiscalité, donc qui est vraiment la nouveauté, où le traitement de la TVA est importante. La manière de gérer la charge électrique, jusqu'ici, je pense que d'un point de vue légal, seule la charge de l'essence était comprise, et on a pu par extension intégrer également la charge électrique, et la manière de pouvoir installer une borne électrique, et notamment la responsabilité de l'entreprise dans l'hypothèse où une borne est installée chez un employé. Comme cette borne est en location par l'entreprise, nous restons responsables quelque part du risque que la borne électrique a sur le domicile de l'employé jusqu'au terme de l'amortissement. Donc tout ça a été cadré et fait partie réellement de textes dans notre car policy qui compte une bonne vingtaine de pages. Nous avons ajouté depuis 2 ans également une bike policy parce qu'au-delà de la voiture, la mobilité douce est également importante. Donc on couvre également la mobilité douce au travers de contrats de leasing sur des vélos, ce qui ont de plus en plus d'attrait pour les résidents, en tout cas pour les gens qui habitent en ville à Luxembourg, qui gagnent un temps certain à utiliser leur vélo. Un dernier petit slide pour expliquer justement sur cette car policy et sur la flotte FlexiCar en particulier, comment ça fonctionne. On travaille justement, comme je l'ai dit, en écoutant le secteur. Donc l'objectif pour nous est réellement que les marques de voitures et en tout cas les développements potentiels des produits qu'ils vont nous offrir soient pris en compte le plus tôt possible pour fixer avec eux et avec les sociétés de leasing des catalogues. Ces catalogues sont basés sur donc, le marché, sur les besoins des conducteurs également. Chaque conducteur nous propose via un survey le véhicule que lui souhaiterait voir présent dans cette car policy FlexiCar. Ensuite, nous allons lancer des appels d'offres. On parlait tout à l'heure des avantages fiscaux, mais il y a également un avantage pour la voiture de société, c'est que le prix d'acquisition au travers d'un employeur, gros employeur souvent encore mieux, les remises sont beaucoup plus importantes qu'à titre privé, donc il y a quand même un deuxième attrait à utiliser un véhicule de société. Donc nous négocions ces contrats sur base des remises des marques pour proposer un catalogue et livrer ces véhicules à nos conducteurs en général au mois d'octobre. Ces véhicules sont proposés non seulement sur un catalogue, mais également au travers d'un car show, comme on l'appelle. Donc on n'en fait plus depuis 2 ans à cause du Covid. Mais en tout cas, donc l'objectif pour nous est réellement d'accompagner le conducteur jusqu'à sa commande en présentant l'ensemble des parcs et du modèle de véhicules lors d'une exposition en nos locaux. Donc tout ceci me conduit à la fin et éventuellement à des questions. Merci, Monsieur Laurent. J'ai une première question. Conseillez-vous de retirer des éléments d'un contrat de location, que ce soit l'assurance, les pneumatiques ou que sais-je? Je dirais non. Plus on va être sur des contrats différents, plus souvent les conducteurs oublient. Donc, ils vont nous demander éventuellement de ne pas comptabiliser les pneus. Et puis, le jour où ils ont un pneu crevé et qu'il faut en mettre un nouveau, ils vont demander pourquoi on ne le prend pas en charge. Donc, on a une vision quand même qui est essayer de garder les contrats les plus standards possibles. On a le choix entre du financier et de l'opérationnel. On va dire c'est les 2 principaux choix. Les conducteurs en leasing financier ont cette option de pouvoir enlever certains éléments s'ils visent vraiment le financement du véhicule seul. Sur des leasing opérationnels, nous gardons l'intégralité de la prestation. Nous reportons même sur la société de leasing la gestion opérationnelle quotidienne du véhicule. Donc l'équipe Fleet est là pour accompagner le conducteur. La société de leasing est là pour gérer la vie du véhicule avec l'employé. Alors, le sujet étant l'élaboration de la car policy, on a vu dès votre premier chart que vous aviez pas mal de fournisseurs, que ce soit loueurs ou concessionnaires ou marques. Est-ce qu'il est conseillé, surtout pour l'historique, est-ce qu'il est conseillé d'avoir autant de fournisseurs? En termes de société de leasing, on va dire chaque employé fait quelque part son marché auprès des leasers. Donc, ça permet de les mettre en concurrence et ça garantit pour nous, en tout cas, sans doute d'avoir le meilleur prix sur chaque véhicule. En termes de FlexiCar, ça nous permet également de voir quel loueur va être le plus agressif sur quel type de marque. Chaque loueur a ses propres préférences en général, ou des fois même son appartenance à des marques. Et donc, on peut, en ayant une variété de loueurs importante, on peut aussi sans doute tirer les meilleurs prix sur chaque modèle. On est sur des leasing 24 mois sur nos FlexiCar, et ces leasing 24 mois sont aussi un problème aujourd'hui pour les sociétés de leasing qui essayent de réduire leur volume sur 24 mois. En ayant beaucoup de loueurs, ça nous permet sans doute de distribuer correctement la flotte sur un plus grand nombre. Monsieur Laurent, merci beaucoup. Monsieur Philippe, on a parlé. Alors, on a des questions qui reviennent
et qui tournent tout autour du même sujet. Vous pouvez vous en douter, ce sont les bornes de recharge à domicile. Quid des frontaliers? Est-ce que les incitants étatiques seront attribués également aux frontaliers? Actuellement, le système qui est actuellement en place, c'est pas prévu d'avoir donc ce système. Toutefois, maintenant, il y a aussi des discussions qu'on a avec aussi avec la Mobis, avec la OA, donc aussi pour inclure donc la prime qui est payée pour l'installation d'une borne directement dans le leasing. Donc, il serait possible que dans le futur, il n'y aura plus la personne qui donc profiterait du véhicule, pourrait profiter encore de l'installation d'un borne, de la prime, parce qu'ils doivent donc d'abord payer la borne et puis récupérer la prime, mais que cette fonctionnalité serait directement inclue dans le leasing, donc avec les sociétés de leasing, donc une mise à disposition d'un véhicule électrique pourrait donc la société de leasing pourrait donc profiter aussi de la prime pour l'installation de la borne à domicile du salarié qui va opter donc pour ce véhicule. Donc ça, c'est une discussion qui est en cours et pas encore terminée, mais on est en négociation notamment avec la Mobis et avec la FEBIAC et OA donc pour ces questions-là. Alors, j'ai juste l'occasion de poser une dernière petite question parce que on a largement dépassé le temps. Le sujet était trop intéressant. Un patron va effectivement attribuer une voiture à un de ses collaborateurs, donc il y aura avantage en nature. Cette voiture serait une voiture électrique et en même temps que l'achat du véhicule, ce fameux patron va effectivement acheter l'installation électrique qu'il va faire poser au privé du conducteur, de l'utilisateur. Est-ce qu'il y a là sur la borne électrique un ATN? C'est un accessoire comme un autre et théoriquement l'ATN est calculé sur base du véhicule et de ses accessoires, TVA comprise, remise déduite. Donc y a-t-il un ATN sur la borne de recharge? Bon, ça sont des questions naturellement encore à clarifier. Probablement, c'est un avantage qu'on va profiter sur le package qu'on va recevoir. Donc, mais voilà, ça sont encore des choses à clarifier, notamment dans les discussions à mener avec les secteurs aussi. Merci beaucoup. Je propose à Antonio Da Palma, monsieur Mobilité de l'ACL, de venir nous rejoindre. Alors, 1, 2, ça marche. Alors, Antonio, tout d'abord, je ne sais pas si tu es de mon avis, mais il y a tellement de questions qui ont été posées et chaque fois qu'on organise un webinaire, on prolonge au niveau du timing et on n'y arrive pas. Donc, les sujets sont relativement intéressants. On pourrait donner peut-être des informations via les membres ou aux membres de la Fleet Association for Mobility. Qu'en penses-tu? Ben justement, l'intérêt et la qualité des présentations prouvent bien que c'est un sujet très intéressant et très complexe. Et je pense qu'effectivement, pour arriver à prendre des bonnes décisions, il est nécessaire d'être bien conseillé. Et c'est peut-être ça aussi la valeur ajoutée de la femme, c'est-à-dire d'être là pour faire en sorte que les informations circulent entre les différents gestionnaires de flotte. Peut-on rappeler ce que représente la filiation à la femme? Les 3 éléments, je vais peut-être les rappeler à ta place si tu veux bien. Donc, à partir du moment où on est affilié à la femme en tant que gestionnaire de flotte ou en tant que patron d'entreprise qui souhaite correctement gérer son parc automobile, eh bien, en échange de cette affiliation, de cette inscription, vous avez l'accès aux événements. On espère que le Covid nous laissera rapidement aller vers des conférences en présentiel. Les newsletters, donc il faut savoir que chaque mois, sauf le mois d'août, chaque mois, il y a une newsletter avec des éléments pertinents qui vous permettent d'avancer dans le travail. Et puis, il y a pas mal d'échanges d'informations qui sont transmises donc aux membres de l'association. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. Alors, que dire en termes de conclusion de ce 3e webinaire?
Il y a beaucoup de choses à dire. Bon, peut-être quelques réflexions que je tiens à mettre en avant par rapport à tout ce que j'ai entendu. Une première, c'est la volonté de l'État, via les nouvelles normes ATN en 2025, de privilégier essentiellement le véhicule électrique à batterie. Ça m'a l'air un peu tôt parce que on le voit, il y a les chiffres montrent qu'il y a un intérêt vraiment certain pour l'hybride et que l'hybride donne vraiment de bons résultats. Et je dis cela parce que, bon, malgré le fait que le Luxembourg est bien positionné au niveau européen, au niveau des infrastructures, c'est vrai. Malheureusement, on a déjà vu par le passé dans d'autres webinaires que les infrastructures, même si elles continuent de progresser, seront insuffisantes pour le volume de véhicules que ça risque de représenter. Et ce que nous a montré PwC dans sa présentation très intéressante, c'est qu'il est absolument nécessaire que l'employé qui a droit à une voiture de société ait accès à la prise, que ce soit au bureau ou chez lui. Et je crains que, en obligeant, parce que bon, pratiquement les gens ils vont pas plus prendre de véhicules thermiques si ça va être défavorable au niveau financier. En obligeant cela, on risque de créer des inégalités, voire de discriminer les personnes qui ont accès à la prise par rapport à d'autres. Et donc, comment est-ce que les gens vont réagir? C'est pas évident. Les gens qui habitent en appartement, les gens qui habitent dans des maisons où il n'y a pas de garage, pas de prise, ils devront charger dans la rue, donc publiquement. Et là, il y a un autre problème qui se pose, c'est j'en reviens toujours à la réalité du terrain, parce que bon, j'essaye des voitures électriques depuis plus de 10 ans, mais sur la rue, ça coûte plus cher. Ça coûte le double du prix. Alors, est-ce que, bon, si c'est la société qui finance la voiture de société, elle prend en compte, mais à titre personnel, ces gens-là vont se retrouver défavorisés par rapport à ceux qui ont droit, enfin, qui ont la possibilité d'avoir une prise chez eux. Donc, c'est un élément à tenir en compte. C'est vraiment important. Un autre point, c'est, bon, on l'a dit, il y a la tendance donc de diminution des voitures de société, puisque bon, les gens qui n'ont je veux dire, financièrement pas intérêt à le prendre, ils vont pas le faire, donc ils risquent d'en prendre une à leur propre compte. Et puis là, la question se pose effectivement de savoir si ces gens-là, notamment, on sait que 50% des travailleurs au Luxembourg sont frontaliers, mais il va y avoir un impact sur le secteur automobile au Luxembourg, puisque ces gens-là, ils vont acheter les véhicules chez eux et ils vont les entretenir chez eux, donc en France, en Belgique ou en Allemagne. Donc voilà, c'est des réflexions qui me sont venues en parcourant les différentes présentations. Donc c'est des choses à tenir en compte et à réfléchir si il n'y a pas, je dirais peut-être en mot de la fin, j'accélère. Je pense que, comme l'a dit Guido Savi, les constructeurs, la grande majorité d'entre eux, ils prévoient d'aller vers la voiture électrique, c'est la direction. À long terme, il y a pas vraiment de discussion puisque c'est le véhicule, enfin c'est la motorisation la plus efficace. Maintenant, est-ce que c'est la bonne vitesse? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite par rapport au terrain? Je ne dis pas par rapport aux targets parce qu'évidemment il y a les targets européens, mais je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, c'est la réalité du terrain qui va revenir en avant. Et donc, on a tout intérêt à anticiper, à ne pas trop créer de stress au niveau des utilisateurs, leur donner une flexibilité jusqu'au moment où on sera en mesure de passer de façon durable et sans stress aux véhicules 100% électriques à batterie. Merci Antonio. Donc encore une fois, on est un petit peu embêté de ne pas avoir su répondre à toute cette multitude de questions alors que les experts sont devant nous. C'est un petit peu frustrant. Seule solution pour avoir de bonnes réponses, eh bien, c'est encore une fois, j'ai l'impression de faire mon marché, c'est encore une fois de devenir membre de la Fleet Association for Mobility. Je rappelle l'adresse www.acl.lu/fleet. Inscrivez-vous, donnez-nous votre avis, posez vos questions. On est là effectivement pour pouvoir vous répondre. Messieurs, mesdames, messieurs, merci de votre intervention. Et puis, je rappelle le prochain événement, la prochaine date on l'espère, d'une conférence en présentiel ou malheureusement d'un webinaire, le 19 mai prochain. Merci beaucoup.